Alors bonjour, voici donc la première séance de TD sur la transformation en Z. Alors la transformation en Z, comme la transformation de Laplace, est un outil mathématique qui nous permet de simplifier la résolution de certains problèmes du génie électrique. Alors la transformation de Laplace, elle s'applique sur des signaux analogiques, donc des fonctions de la variable t réelle, et la transformation en Z, elle s'applique sur des signaux numériques, c'est-à-dire des suites numériques. Alors, c'est parti. Je vous rappelle la transformation de Laplace. Donc, elle s'applique à une fonction causale. Vous vous rappelez un petit peu. U de t, c'est l'échelon unité, qui est égal à 0 lorsque t est négatif et à 1 lorsque t est positif. Donc, lorsqu'on multiplie une fonction par u de t, on la rend causale. C'est-à-dire qu'elle est égale à 0 si t est négatif. On obtient alors grand f de p, d'accord, une fonction de la variable p, qui est donnée par l'intégrale de f de t fois exponentielle moins p fois t dt. Et puis vous avez un tableau de transformation en z, de transformation de Laplace, pardon. Donc pour la transformation en z, ça va être la même chose, c'est-à-dire qu'on va avoir une suite causale, d'accord, ou alors une fonction échantillonnée causale, donc je vais vous en parler à la suite, une séquence numérique on dit aussi. Et la variable, ça va être z. Et au lieu d'avoir une intégrale, c'est-à-dire une somme continue, une somme qui dépend de la variable t réelle, donc on dit qu'elle est continue, on va avoir un sigma, c'est-à-dire une somme discrète, et on va sommer les termes des suites, les termes d'une suite. Voilà. Alors, on va voir ça par la suite, c'est le cas de le dire. Allons-y. Oui, un petit rappel encore sur la transformation de Laplace. Dans quelles conditions on utilisait la transformation de Laplace? Vous vous rappelez, c'est lorsque nous avons affaire à un problème du génie électrique qui est caractérisé par une équation différentielle qui relie l'entrée à la sortie. Donc vous avez un système électrique, un circuit électrique ici, le signal d'entrée et vous cherchez le signal de sortie. Donc pour cela, vous allez appliquer la transformation de Laplace. Vous obtenez une fonction que l'on note grand E de P grâce au tableau précédent. Puis vous déterminez la fonction de transfert qui est en fait obtenue en écrivant la transformée de Laplace de l'équation différentielle. Donc la fonction de transfert, elle est donnée par l'expression grand S de P égale à grand E de P fois grand H de P, c'est-à-dire la sortie sur l'entrée. Vous vous rappelez sans doute, on a dû vous en parler de nombreuses fois, la transformée de petit s sur la transformée de petit e, qu'on note grand S de P sur grand E de P. Donc une fois qu'on a établi en début de problème la fonction de transfert, qui dépend uniquement de l'équation différentielle, eh bien, on n'a plus qu'à multiplier grand E de P par grand H de P pour avoir grand S de P, la transformée de Laplace de la sortie, et donc ensuite la boucle est bouclée puisque pour obtenir petit s de t, le signal de sortie, il suffit d'appliquer la transformation de Laplace inverse. Donc, comme je vous le disais en introduction, la transformée de Laplace s'applique à des signaux analogiques. On va avoir exactement le même schéma avec la transformation en z, sauf qu'au lieu d'avoir ici une fonction, on va avoir un signal numérique. D'accord? Donc un signal numérique, une suite numérique si vous voulez, E de n, on peut noter, E indice n, on peut aussi noter puisqu'il s'agit d'une suite. On peut aussi noter f de n s'il s'agit en fait d'une fonction échantillonnée. Et donc ensuite, on applique, alors cette fois-ci, c'est plus une équation différentielle, mais c'est une équation dite aux différences. Alors qu'est-ce que c'est qu'une équation aux différences? Eh bien, au lieu d'avoir la dérivée s' de t, ici, quand on a une suite, on va avoir la différence de deux termes consécutifs, c'est-à-dire par exemple s de n moins s de n moins 1. D'accord? Voilà. Donc ici, on va obtenir la sortie, s de n, la suite de sortie, s de n. Et donc on applique, au lieu d'appliquer la transformée de Laplace, on va appliquer la transformée en z, qu'on note soit avec un grand Z majuscule, soit grand T indice z. On obtient grand E de z, d'accord? Et on va, pareil, calculer la transformée en z de l'équation aux différences, ce qui va générer une fonction de transfert qui va dépendre de la variable z cette fois-ci. On va multiplier cette fonction de transfert par grand E de z, on va obtenir
grand S de Z, et puis pour obtenir la séquence numérique de sortie, pour obtenir le signal numérique de sortie ou encore la suite numérique de sortie, je vous donne tous les vocabulaires qui existent, tout le vocabulaire qui existe, on va appliquer la transformée en Z inverse. D'accord? Voilà les deux notations. Donc vous allez retrouver exactement le même vocabulaire, enfin le même, pas le même vocabulaire, mais la même philosophie en fait. Hein. Donc vous allez avoir exactement la même formule aussi pour la fonction de transfert, c'est la sortie sur l'entrée. D'accord? Donc en fait, au lieu, en gros pour résumer, au lieu de travailler avec des signaux analogiques, on va travailler avec des signaux numériques. Et au lieu de résoudre des équations différentielles, on va résoudre des équations aux différences. Voilà. Allez, allons-y pour les définitions. Donc, définition d'une séquence numérique, en fait, c'est tout simplement une suite numérique, mais on peut l'obtenir à partir d'une fonction causale. D'accord? Donc, une fonction causale, je vous rappelle, c'est une fonction qui est nulle lorsque t est négatif. Voilà, donc on appelle séquence numérique associée à f la suite des valeurs obtenues par échantillonnage de f selon la période TE. C'est-à-dire que, voilà, par exemple, vous avez la représentation graphique ici d'un signal analogique. D'accord? Voilà, donc par exemple, alors un signal causal, hein, donc nul pour les valeurs de t négatives. Voilà, donc admettons, on va obtenir ceci. D'accord? Et donc on va échantillonner, donc ici on a 0, hein, on va échantillonner cette fonction, c'est-à-dire que on va en fait uniquement s'occuper des valeurs de cette fonction en TE, de TE, on va l'échantillonner. On va prendre un échantillon de cette fonction, si vous voulez, tous les TE. TE, c'est ce qu'on appelle la période d'échantillonnage. Bon, je vais aller jusqu'où comme ça, moi. Voilà, j'ai choisi K comme variable. Voilà, donc ici, on va obtenir, là, on a f de 0, f de TE, f de 2TE, etc. Donc, on échantillonne. D'accord? Alors, en général, dans la pratique, la période d'échantillonnage dans les exercices sera égale à 1. Voilà. Donc, en fait, on aura la suite f de K. OK? Donc, ici, voilà les différentes notations. F indice E, donc c'est l'ensemble des valeurs de f en KTE, où K est un entier naturel, ou encore FE, qui est l'ensemble des f de KTE, hein, quand c'est sous-entendu que K est un entier naturel. Voilà, donc on dit que FE est aussi appelée la fonction échantillonnée de f. TE, c'est ce que je vous ai raconté, c'est la période d'échantillonnage. Et f de KTE, on dit qu'il s'agit de l'échantillon de rang K. Alors, donc, vous vous rappelez du tableau de la transformation de Laplace, hein, donc je vous l'ai montré tout à l'heure. Donc ici, qu'est-ce qui va se passer quand on va déterminer la transformée en Z d'un signal échantillonné, d'accord, f de KTE. Alors, je ne vais pas mettre le U de KTE, hein, f est causal, on va mettre ici. Ou alors, bon, ok, on va mettre, ça revient à ça en fait. F de KTE, U de KTE, d'accord? Donc, du coup, f fois U est causal. Donc, on va obtenir une fonction de la variable Z. Au lieu d'avoir une somme continue, on va avoir une somme discrète, puisqu'il s'agit d'une suite numérique. Pour K variant de 0 à l'infini, au lieu d'avoir f de t, on va avoir f de KTE. Et au lieu d'avoir e exponentielle moins pt, on va avoir z puissance moins k. Et z, c'est un nombre complexe. Voilà, d'accord? Bien, donc nous allons voir cette définition de façon plus formalisée et puis nous allons calculer la transformation en Z de quelques signaux numériques usuels comme on l'avait fait pour la transformation de Laplace de façon à remplir le tableau qu'après vous n'aurez plus qu'à utiliser. Alors, donc soit FE une fonction, une séquence échantillonnée ou une suite tout simplement, on appelle
transformer en z de fe la fonction grand F de la variable complexe z, donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure, définie par la somme pour k variant de 0 à l'infini de f de kte z puissance moins k. On note grand F, la transformée en z, tz de fe. Alors il y a plusieurs notations, hein. Il peut y avoir, comme je vous ai montré tout à l'heure, hein, le grand Z majuscule. Il peut y avoir t indice z, voilà. Alors, cette fonction grand F a un ensemble de définitions, puisque vous voyez que vous avez ici une somme infinie, et comme vous avez une somme infinie, le résultat peut donner soit une valeur finie, soit infinie, soit l'infini. Donc, lorsque la série diverge, eh bien, à ce moment-là, le Z n'appartient pas à l'ensemble de définitions. Par exemple, si on calcule grand F de 2 et qu'on trouve une série divergente, à ce moment-là, 2 n'appartient pas à l'ensemble de définitions de grand F. Si on calcule grand F de 5 et on trouve 6, à ce moment-là, 5 appartient à l'ensemble de définitions de grand F. D'accord? Donc c'est ce qu'on vous explique ici. L'ensemble de définitions de grand F, c'est l'ensemble des nombres complexes Z pour lesquels la série converge. On admet que grand F est infiniment dérivable sur l'ensemble de définitions grand F. Alors, eh bien, c'est parti. Pour pouvoir calculer la transformée en Z de quelques suites numériques usuelles, nous allons avoir besoin de quelques rappels de terminale. Alors, voyons voir ça. Vous vous rappelez, en terminale, vous avez étudié normalement les suites géométriques. Donc, qu'est-ce que c'est qu'une suite géométrique de raison A? C'est l'ensemble des valeurs a puissance 0, a puissance 1, a puissance 2, a puissance 3, etc. D'accord? A puissance k, où k est un entier naturel. Alors, on note de cette façon-là une suite entre parenthèses avec en indice ici k pour dire que c'est k la variable de la suite. Et puis à côté, on peut écrire l'ensemble de définitions. Donc, quand on n'écrit rien, ça veut dire que c'est l'ensemble des entiers naturels en entier, d'accord, au complet. Et quand on écrit, par exemple, k appartient à n étoile, donc ça veut dire que ça va être n privé de 0, l'ensemble des entiers naturels privés de 0, etc. etc. D'accord? Donc ici, lorsqu'on a affaire à une suite géométrique de raison A, l'ensemble de définitions de cette suite, cette suite, elle existe pour toute valeur de k entier naturel. Alors, quelle est la limite quand k tend vers plus l'infini de a puissance k? Alors pour cela, on va d'abord étudier quelques exemples. Alors, si a est égal à 2, à ce moment-là, quels sont les termes de la suite a puissance k? De la suite, autrement dit, de puissance k. Donc quand k égale à 0, ça va faire 2 puissance 0, ça fait 1. Quand k égale à 1, ça fait 2. K égale à 2, d'accord, ça fait 4. D'accord, ensuite on va avoir 8, 16, 32, etc. Donc vous voyez, vous comprenez que cette suite, elle est croissante. Elle est croissante et que sa limite, c'est donc ici, croissante et positive, plus l'infini. D'accord? Alors, deuxième exemple. A est égal à 1 demi. Donc à ce moment-là, puissance k, c'est 1 demi le tout à la puissance k, ou 1 sur 2 puissance k. Donc les termes de cette suite, on va avoir 1 demi, alors on va avoir 1 bien sûr, 1 demi, 1 quart, d'accord, 1 huitième, 1 16e, 1 32e, etc. Donc vous comprenez bien que cette suite est décroissante et positive et qu'elle tend vers 0. D'accord, donc la limite, quand k tend vers plus l'infini de 1 demi à la puissance k, c'est égal à 0. Alors maintenant, si a est égal à 1, eh bien la suite à puissance k va être égale à 1 puissance k à 1, quel que soit k. Donc, la limite de cette suite, quand k tend vers plus l'infini, c'est égal à 1. Si a est égal à moins 1, a puissance k, ça va donc être égal à moins 1 à la puissance k. Donc, quand k égale à 0, on va avoir 1 comme terme. Quand k égale à 1, moins 1. K égale 2, 1. Moins 1 pour k égale 3, etc.
Autrement dit, eh bien, cette suite n'a pas de limite. Donc on dit qu'elle diverge à ce moment-là. Hein, une suite qui diverge, c'est soit une suite dont la limite est égale à plus l'infini, soit une suite qui n'a pas de limite, hein, la limite n'existe pas. Donc la limite de moins 1 puissance k quand k tend vers plus l'infini n'existe pas. D'accord ? Donc finalement, si on regarde tous ces résultats, et je pense que vous avez dû normalement l'étudier en terminale, la limite de a puissance k, eh bien, elle va dépendre de a, de la raison. Donc, quand a est supérieur à 1, eh bien, elle diverge. D'accord ? Elle tend vers plus l'infini. Quand a... Alors, attendez, on va le mettre comme ça. Voilà. Quand a est supérieur à 1, elle diverge vers plus l'infini. D'accord ? Ensuite, quand a est compris entre 0 et 1, eh bien, sa limite, c'est 0. Elle converge vers 0. OK ? Et ensuite, qu'est-ce qui se passe quand a égale à 1, elle converge vers 1. OK ? Quand a est négatif, eh bien, elle n'a pas de limite. D'accord ? Donc, ici, attention, quand a est négatif, mais, pardon, excusez-moi, il faudrait que je fasse quand a est compris entre moins 1 et 0 aussi. Il va falloir que je recommence. C'est pas terrible tout ça. Voilà, qu'est-ce qu'une suite géométrique de raison A ? Eh bien, c'est une suite de termes égaux à a puissance k. Donc ici, cette notation sur les suites, vous la connaissez sans doute. Hein. On note entre parenthèses a puissance k, le terme général d'une suite, et en indice, ici, on écrit son ensemble de définitions. Si k est un entier naturel, à ce moment-là, on n'écrit pas k appartient à n. D'accord ? Un exemple de suite, 1 sur k, la suite 1 sur k, ici, vous savez qu'elle existe lorsque k est non nul. Donc, en indice, ici, des parenthèses, on va écrire que k appartient à n étoiles. Voilà. Donc, en indice d'une suite, on écrit l'ensemble de définitions. Donc ça, c'était juste un exemple qui n'a rien à voir avec la suite géométrique de raison A. C'était pour vous expliquer la notation d'une suite. Alors, on va s'intéresser à la limite quand k tend vers plus l'infini de a puissance k. Pour cela, je vais vous donner quelques exemples. La suite de raison 2. D'accord ? Autrement dit, si a égale à 2, on a la suite géométrique de raison 2. Si j'écris les termes consécutifs de cette suite, je vais avoir 2 puissance 0 qui fait 1, 2 puissance 1 qui fait 2, 2 puissance 2, 4, 2 puissance 3, 8, 16, 32, etc. D'accord ? Donc il s'agit d'une suite positive croissante et vous comprenez bien qu'elle va tendre vers plus l'infini. La limite quand k tend vers plus l'infini de 2 puissance k est égale à plus l'infini. Alors maintenant, si a est égal à 1 demi, donc la suite géométrique de raison 1 demi, donc c'est 1 demi à la puissance k, qu'on peut aussi écrire 1 sur 2 puissance k. Les termes consécutifs de cette suite, on va avoir 1, 1 demi, 1 quart, 1 huitième, 1 16e, etc. Donc vous comprenez bien que cette suite positive est décroissante et elle tend vers 0. Donc la limite quand k tend vers plus l'infini de la suite géométrique de raison 1 demi est égale à 0. Alors ensuite, si a est égal à moins 1 demi, donc nous allons obtenir la suite géométrique de raison moins 1 demi. D'accord ? Donc moins 1 demi à la puissance k. Donc ça va donner moins 1 à la puissance k sur 2 à la puissance k. Quels sont les termes consécutifs de cette suite ? Eh bien, vous allez avoir quand k égale à 0, 1. Quand k égale à 1, ça fait moins 1 demi. K égale à 2, 1 quart. K égale à 3, moins 1 huitième, etc. 1 16e, moins 1 32e, d'accord, etc. Donc vous voyez que c'est une suite, on dit qu'elle est alternée, c'est-à-dire que le signe alterne, mais en fait, elle va décroître vers 0. D'accord ? Donc la limite, quand k tend vers plus l'infini de moins 1 demi à la puissance k, c'est égal à 0. Alors, que se passe-t-il maintenant si a
est égal à moins 2. Moins 2, d'accord? Donc, on va avoir la suite géométrique de raison moins 2, c'est-à-dire moins 2 puissance k. Les termes consécutifs, 1, donc moins 2, 4, moins 8, 16, moins 32, etc. Donc, vous voyez qu'en fait, si je trace sur la droite des réels les valeurs de cette suite, je vais avoir donc des valeurs qui vont être alternées et qui vont s'éloigner de 0 et de façon infinie. Donc en fait, je vais avoir des termes, d'accord, qui vont d'un côté tendre vers plus l'infini et de l'autre moins l'infini. Donc cette suite n'a pas de limite. La limite, quand k tend vers plus l'infini de moins 2 puissance k, n'existe pas. D'accord? Donc en fait, si vous regardez bien, ici, dans ces deux cas, c'est-à-dire dans celui-là, quand a égale à 2 et quand a égale à moins 2, donc dans ces deux cas, on dit que la suite géométrique de raison A diverge. D'accord? Donc soit la limite c'est plus l'infini, soit, voilà, plus l'infini ici, voilà, soit la limite n'existe pas. Donc on dit alors que la suite diverge. Et dans les deux autres cas, eh bien, elle tend vers 0. D'accord? Alors, nous allons récapituler ça. Donc ça, c'était juste une observation. On va faire un petit résumé de ce que l'on vient de voir. Donc en fait, nous venons de voir que lorsque A est supérieur à 1, lorsque A est supérieur à 1, d'accord, la suite A puissance K, elle est positive et elle est croissante. De plus, A puissance K, vous savez qu'on peut écrire qu'il s'agit de exponentielle de ln de A puissance K, c'est-à-dire exponentielle de K ln de A. Donc comme A est supérieur à 1, ln de A va être positif, d'accord? Ln de A va être positif, et donc quand K tend vers plus l'infini, eh bien cette suite va tendre elle aussi vers plus l'infini. Voilà, donc on vient de le montrer mathématiquement. On l'a vu sur l'exemple ici, quand A égale à 2, et on vient de le montrer mathématiquement. Ensuite, quand A est inférieur à moins 1, eh bien la suite A puissance K, elle va être alternée, et la limite va aller d'un coup vers plus l'infini et de l'autre coup vers moins l'infini. D'accord? Pour certains termes vont tendre vers plus l'infini et d'autres vers moins l'infini, si je puis dire. Donc en fait, la limite de A puissance K n'existe pas. Donc dans ces deux cas ici, dans ces deux cas, on dit que la suite géométrique de raison A diverge. D'accord? Et alors maintenant, que se passe-t-il lorsque A est compris entre 0 et 1, donc, ou si vous voulez, on va prendre les deux cas en même temps, lorsque A est compris entre moins 1 et 1, d'accord? Donc, entre moins 1 et 1, ça va être ici et là, d'accord? Donc, on a vu que la limite est nulle, donc on va le démontrer proprement mathématiquement. Donc, dire que A est compris entre moins 1 et 1, ça revient à dire que valeur absolue de A est strictement inférieure à 1. Donc, la suite, la valeur absolue de A puissance K, d'accord, va être une suite positive et décroissante. C'est ce qu'on a vu. Valeur absolue de A puissance K, c'est 1, 1 demi ici, dans les deux exemples. Ça va être 1, 1 demi, 1 quart, etc. Donc c'est une suite qui est positive et décroissante. Et d'après le théorème des suites minorées et décroissantes, eh bien, on en déduit que la limite de A puissance K est égale à 0. Elle est minorée par 0, elle est décroissante, alors la limite de valeur absolue de A puissance K est égale à 0. Et donc, lorsque une suite, la valeur absolue d'une suite tend vers 0, eh bien cette suite tend vers 0. Et donc, la limite de A puissance K est égale à 0. Donc, ceux qui commencent à avoir mal à la tête là avec les suites, ne vous inquiétez pas,
J'explique ce résultat surtout pour les étudiants qui souhaitent poursuivre leurs études en école d'ingénieur. Mais après, vous n'aurez plus qu'à retenir par cœur le résultat, hein. Donc, vous inquiétez pas. C'est juste, voilà, quelques rappels ici sur les suites. J'en profite un petit peu en même temps. Mais voilà, ceux qui ne sont pas intéressés par les poursuites d'études en école d'ingénieur, voilà, vous ne vous inquiétez pas. On ne va pas vous embêter avec ça après, en LP ou autre. Voilà, donc je récapitule. Est-ce qu'on a tout vu? A strictement supérieur à 1, A inférieur à moins 1, d'accord? Donc la suite diverge. Et quand A est compris entre moins 1 et 1, la suite converge. Alors, il reste A égale 1 et A égale moins 1. Donc quand K égale à moins 1, eh ben, la suite va alterner entre moins 1 et 1, d'accord? Donc la limite n'existe pas. Donc je vais le mettre dans ce cas ici. Et quand K est égal à 1, eh bien la suite A puissance K va tendre vers 1. D'accord? Donc quand K égale à 1, A puissance K tend vers 1. Voilà. Donc, récapitulons. On vient de voir que notre suite A puissance K tend vers 0 si et seulement si la valeur absolue de A est strictement inférieure à 1. Dans tous les autres cas, elle est divergente. Bon, quand A égale à 1, elle tend vers 1. Ok? Allez, on va l'écrire. Nous allons l'écrire ici. Donc, la limite de A puissance K est égale à 0 si et seulement si la valeur absolue de A est strictement inférieure à 1. Et alors, c'est aussi valable lorsque A est un nombre complexe. Donc, à ce moment-là, ce résultat se lit. La limite de A puissance K est égale à 0 si et seulement si le module de A est strictement inférieur à 1. Donc, dans les autres cas, eh bien, la suite diverge. Donc, on va mettre peut-être si la valeur absolue de A est supérieure à 1, alors la suite A puissance K diverge. Ok? Bien. Alors maintenant, nous allons passer à la série géométrique de raison A, c'est-à-dire à la somme des termes d'une suite géométrique et à la somme infinie. Alors pour étudier une série numérique, une somme infinie, il faut d'abord écrire ce qu'on appelle la somme partielle de rang n. C'est-à-dire qu'on va sommer les termes jusqu'au rang n. A puissance 0, A puissance 1, d'accord, jusqu'à A puissance n. Alors, ce résultat, normalement, en terminale, ou même en seconde, vous avez dû l'étudier, ce résultat. Alors, je vais faire un rappel. Donc, on souhaite déterminer l'expression de cette somme. D'accord? Alors, voilà ce que vous allez faire. Vous allez multiplier cette somme par 1 moins A. OK? Donc, on va distribuer 1 fois 1 plus A fois 1, d'accord? A carré fois 1, etc., etc. Puis après, on fait la même chose avec le moins. Donc, ça va faire 1 plus A carré plus A puissance n. Et après, on fait moins A carré moins A cube moins A puissance n plus 1 pour le dernier. D'accord? Donc, si on regarde, évidemment, il va y avoir des termes en commun. Donc, le A, tac, il va partir. Le A puissance 2 aussi. Le A puissance 3, bah, il va partir avec celui qui est à l'intérieur des pointillés. D'accord? A puissance n, il va partir avec celui qui est juste avant A puissance n plus 1. Là, vous allez avoir A puissance n plus 1. D'accord? Là, on avait A puissance 3 et puis les autres aussi. Donc, en fait, finalement, pourquoi j'ai mis A puissance n plus 1 là? Voilà. Donc, en fait, finalement, il ne vous reste plus que 1 moins A puissance n plus 1. Donc, je résume. 1 plus A carré plus A cube plus etc. plus A puissance n fois 1 moins A est égal à 1 moins A puissance n plus 1. Alors maintenant, nous allons diviser par 1 moins A. Donc on obtient que la somme des termes d'une suite géométrique de rang A est égale à 1 moins la raison puissance, le nombre de termes, divisé par 1 moins la raison, à condition que, ici au dénominateur, ce soit non nul. D'accord? A est différent de 1. D'accord? Donc, je vais être plus précise. La somme des termes d'une suite géométrique, mais quand on démarre à A puissance 0, d'accord? Ça, c'est A puissance 0.
Voilà. Donc, c'est égal à 1 moins la raison A, puissance le nombre de termes, de 0 à n, il y en a n plus 1, divisé par 1 moins A. D'accord? Donc ça, vous avez dû normalement l'étudier en terminale ou même en première. Pour les bacs S, les bacs STI 2D, ça dépend. Voilà, donc ça c'est si A est différent de 1. Alors maintenant, que se passe-t-il si A égale à 1? On somme 1, n plus une fois, donc ça fait n plus 1. Voilà, donc nous souhaitons déterminer la limite quand n tend vers plus l'infini de cette série. D'accord? Pour obtenir la somme infinie, voilà la définition, c'est pour obtenir la somme infinie de terme général a puissance k, eh bien, on va calculer la limite quand n tend vers plus l'infini de la somme partielle, c'est-à-dire de la somme quand k varie de 0 à n de a puissance k. Donc, si on combine les deux résultats ici, celui-là et celui-ci, eh bien, on va obtenir que ça donne 1 sur 1 moins a, si et seulement si le module de a est strictement inférieur à 1. Dans les autres cas, donc quand a ici est différent de 1, bien sûr, a est différent de 1, sinon on ne peut pas écrire ici la somme, eh bien, lorsque a égale à 1, eh bien, ça diverge vers plus l'infini, puisqu'on fait n plus 1, on a 1 plus 1 plus 1, donc il y en a n plus 1, donc ça tend vers plus l'infini. Ensuite, dans les cas où module de a est strictement supérieur à 1, à ce moment-là, la suite déjà diverge, donc la somme des termes de cette suite va diverger également, etc., etc. Voilà, donc ce résultat-là, il faut que vous le reteniez. Lorsque le module de a est strictement inférieur à 1, eh bien, la série de termes général a puissance k, la série géométrique de raison a, converge vers 1 sur 1 moins a. Eh bien, maintenant, nous allons nous en servir pour calculer la transformée en z de quelques signaux usuels. C'est parti. Alors, premier signal usuel, l'échelon unité. Donc, vous avez ici, dans un repère orthonormé, de toute façon, je travaille toujours dans un repère orthonormé depuis le début, vous avez donc le signal échelon unité. Donc, vous vous rappelez, c'est le signal qui est défini de la façon suivante. Il est nul quand t est strictement négatif et il est égal à 1 quand t est supérieur ou égal à 1. Donc, nous allons l'échantillonner. Alors, on propose ici une période d'échantillonnage égale à 1. Donc, l'échantillonnage va donner l'ensemble de ces valeurs ici. Voilà, donc tous les 1, on prélève la valeur de l'échelon unité. Donc, on va obtenir en fait une suite constante égale à 1. D'accord? Voilà. Donc, en vert, vous obtenez la suite U de k. Autrement dit, la suite constante égale à 1. Donc, U de k est égal à 1 pour tout cas entier naturel. Pourquoi j'ai mis n étoile? Je ne sais pas. Moi, je vais l'enlever de suite. Alors maintenant, nous allons calculer la transformée en z. Donc, vous vous rappelez la formule, grand F de z, c'est la somme pour k variant de 0 jusqu'à plus l'infini de f de k fois z puissance moins k. Donc ici, nous allons obtenir la somme pour k variant de 0 à plus l'infini de 1 fois z puissance moins k. Et alors ici, vous allez retrouver quoi? Je vous laisse me le dire. Eh bien oui, c'est ça. Une série géométrique, la série géométrique de raisons z puissance moins 1. Ici, la raison qu'on a notée A précédemment, c'est z puissance moins 1. Donc, elle converge si et seulement si le module de la raison est strictement inférieur à 1. Et elle converge vers quoi? Vers 1 sur 1 moins la raison. D'accord? Si et seulement si le module de A est strictement inférieur à 1. Donc, nous allons obtenir le résultat suivant, à savoir que la transformée en z de l'échelon unité est égale à
1 sur 1 moins z puissance moins 1, si et seulement si le module de z puissance moins 1 est strictement inférieur à 1. Alors, nous allons un peu changer cette écriture et on va multiplier en haut et en bas par z. Alors ça, après, ça va dépendre un petit peu des enseignants, des livres, des sites internet que vous allez rencontrer. Donc là, ça va donner z sur, d'accord, on développe, hein, z moins 1. Et ici, module de z puissance moins 1 inférieur à 1, ça donne module de 1 sur z inférieur à 1, autrement dit, module de z supérieur à 1. Donc, je récapitule le résultat ici final. Nous obtenons ici que la transformée en z de u de k, que l'on peut aussi noter la transformée en z de 1, d'accord, ça c'est une autre notation, notation abusive, comme on l'avait vu pour la transformation de Laplace, c'est égal à z sur z moins 1, si et seulement si le module de z est strictement supérieur à 1. Donc vous constatez que si je veux dessiner le domaine de définition de la transformée en z de u de k dans le plan complexe, je vais obtenir graphiquement, donc je dessine ici le plan complexe avec en abscisse la partie réelle de z et en ordonnée la partie imaginaire de z. D'accord? Donc j'ai un repère évidemment orthonormé. Hein. Donc là, module de z strictement supérieur à 1. Le module, vous savez que c'est la distance de l'origine jusqu'au point M. Donc la distance de l'origine au point M va être strictement supérieure à 1. Donc ici, oups, voilà, j'ai 1. D'accord? Donc le domaine de définition de cette fonction, c'est donc tout l'extérieur du disque de centre O et de rayon 1. D'accord? Voilà. Sans la frontière, hein, sans le cercle de rayon 1. Bien. Eh bien, en fait, vous allez voir que dans beaucoup de transformations en Z de signaux usuels, de séquences numériques usuelles, le domaine de définition va être de cette forme-là. Pourquoi? Parce que tout simplement, vous avez 1 sur z puissance k, donc z doit être non nul. Donc déjà, on n'a pas le 0. D'accord? Allez, nous passons à l'exemple suivant. Alors, la suite de Dirac. Vous vous rappelez, nous avions étudié la distribution de Dirac, qui n'est pas une fonction, je vous ai expliqué, puisqu'il s'agit de la limite d'une suite de fonctions. Alors, elle est définie de la façon suivante, 1 si k égale à 0 et 0 si k appartient à n étoiles. Donc, si nous souhaitons la représenter graphiquement, nous allons obtenir le résultat suivant. Eh bien, tout simplement, ici, hop, 1 si k égale à 0 et 0 partout ailleurs. D'accord? Voilà. Donc, f de z. Pourquoi j'ai mis les 3 petits points là? Je vais le mettre là, on va mettre comme ça. Car ça fait 0. Voilà. Donc, f de z, eh bien, nous allons appliquer à nouveau la formule. Je vous laisse mettre sur pause puis sur play pour trouver le résultat. Mais ça ne va pas être bien compliqué. C'est donc la somme quand k varie de 0 à plus l'infini de f de k fois z puissance moins k. Ce qui donne la somme quand k varie de 0 à l'infini de Dirac de k fois z puissance moins k. Mais comme Dirac est égal à 0 partout, sauf en 0, dans cette somme, il ne va nous rester plus qu'un seul terme, Dirac en 0 fois z puissance 0, ce qui fait 1. Donc, comme pour la transformée de Laplace, la transformée en z de Dirac est égale à 1. Alors maintenant, que se passe-t-il lorsque cette suite de Dirac est retardée? Eh bien, autrement dit, si Dirac est égal à 1, on va la dessiner en rouge ici, si k égale à n, voilà, admettons qu'ici j'ai n, voilà, 2, d'accord, n égale 2, admettons, eh bien, Dirac retardé, ça va donner 1 en 2, et puis partout ailleurs, ça fait 0, d'accord?
Voilà. Donc là, en rouge, j'ai dessiné Dirac en K-2. Et en mauve, j'ai dessiné Dirac en K. D'accord? Voilà. Donc là, c'est parti. Je vous laisse réfléchir ici. Donc c'est la somme pour K variant de 0 à l'infini de Dirac de K-n fois Z puissance moins K. Donc les termes de cette suite sont tous égaux à 0, sauf lorsque K est égal à N. D'accord? Ça fait Dirac de N-N, Dirac de 0, d'accord? Dirac de N-N fois Z puissance moins N. Donc ça fait Dirac de 0 fois Z puissance moins N, c'est-à-dire Z puissance moins N. Donc la transformée en Z de Dirac, retardée de N, c'est égal à Z puissance moins N. OK? Alors, la suite. Eh bien, il s'agit de la suite exponentielle. Alors, donc, la suite exponentielle qui est issue de la fonction a puissance x u de x que l'on a échantillonné avec comme période d'échantillonnage TE. Donc ici, on va garder TE, tiens, dans cet exemple, dans cette formule. Alors, on va tracer la représentation graphique avec A égale E. D'accord? Donc, si A égale à E, donc ça c'est un exemple, hein, d'accord? C'est un exemple de représentation graphique de notre suite échantillonnée avec A égale à E. Donc, nous allons obtenir la représentation graphique de exponentielle x, que vous connaissez bien. Alors, comme on la multiplie par u de x, ça va donner ceci. Voilà, ici vous avez 1, et puis vous savez qu'il s'agit d'une fonction croissante. Alors nous l'échantillonnons tous les TE, donc ici on gradue l'axe des abscisses en TE, 2TE, 3TE, etc., 4TE, etc. D'accord? Et donc nous allons obtenir FE en ordonnée, hein, autrement dit le signal échantillonné. Donc quand k égale à 0, eh bien, on obtient la valeur 1. Quand k égale à 1, on obtient exponentielle TE, puis exponentielle de TE, exponentielle 3TE. Voilà, donc on échantillonne notre fonction avec la période d'échantillonnage qui est KTE. Donc je viens ici de dessiner l'ensemble des valeurs prises par la suite exponentielle KTE, U de KTE. Alors maintenant, passons à la recherche de la transformée en Z. Donc on va obtenir toujours la même formule, la somme quand K varie de 0 à l'infini de f de KTE fois Z puissance moins K. On remplace f de KTE par E puissance KTE fois U de KTE, Z puissance moins K. Et ici, U de KTE, puisque K est positif, c'est égal à 1. Nous n'avons plus qu'à déterminer la série numérique de termes général exponentielle KTE fois Z puissance moins K. Je vous laisse réfléchir. Et je suis en train de me rendre compte que j'ai écrit en fait cette série avec le cas particulier où A égale à E. Mais en fait, on peut le faire directement avec A, hein, directement, hein, avec le cas général, autrement dit. Hein. Voilà, donc on va mettre ici A. Voilà, A puissance KTE. Voilà, allez, je vous laisse mettre sur pause pour réfléchir à comment faire pour simplifier cette somme, pour écrire la somme de cette série qui va converger dans certains cas. Il va falloir bien évidemment utiliser le résultat de la série géométrique de raison A qui est égale à 1 sur 1 moins A lorsque le module de Z est strictement supérieur à... Enfin, le module de A, pardon, est strictement inférieur à 1. Ah, excusez-moi, je suis en train de m'emmêler les pinceaux là. Alors, attendez, je vais gommer tout ça. Je pense que vous aurez rectifié de vous-même. Voilà, je suis en train de m'emmêler les pinceaux. Hein, c'est ce qu'on a démontré. Hein. Voilà. Allez, à vous de jouer. Alors, la solution.
Eh bien, grand F de Z, pour pouvoir l'exprimer, nous allons écrire que le terme ici, a puissance kte fois z puissance moins k, c'est égal à une série géométrique. D'accord? Donc à une suite géométrique, puisque j'ai dit le terme. Donc le terme, c'est une suite géométrique. Deux raisons à vous trouver. Eh bien, a puissance te fois z puissance moins 1. Donc vous avez affaire à la série géométrique de raisons a puissance te, z puissance moins 1. Ce qui donne 1 sur 1 moins a puissance te, z puissance moins 1, à condition que le module de la raison, donc a puissance te fois z puissance moins 1, soit inférieur à 1. Alors, comme on l'avait fait précédemment, nous allons réécrire ce résultat en multipliant par z numérateur et dénominateur. Et ici, donc, on va obtenir le module de a puissance te sur le module de z. Alors, hop, on va enlever ça. Le module de z, d'accord, qui est strictement inférieur à 1. Donc, conclusion, la transformer en z, on va l'écrire ici, on va essayer de faire ça proprement, la transformer en z de a puissance k, d'accord, on peut écrire en raccourci d'écriture a puissance k, au lieu d'écrire a puissance... alors oui, peut-être puissance kte quand même, parce que là, j'ai mis une période d'échantillonnage, d'accord. Donc, ça va donner z sur z moins a puissance te, d'accord. Et c'est valable lorsque le module de z est strictement supérieur au module de a puissance te. Voilà le résultat que vous retrouverez dans votre tableau. Alors, cas particulier, que se passe-t-il si la période d'échantillonnage est égale à 1? Eh bien, on obtient que la transformée en z de a puissance k est égale à z sur z moins a. Et le domaine de définition, c'est le module de z strictement supérieur au module de a. Autrement dit, si on trace dans le plan complexe l'ensemble des nombres complexes dont le module est strictement supérieur au module de a, nous allons encore, là aussi, obtenir l'extérieur du disque de centre O et de rayon module de a. Voilà, ça c'est le domaine de définition de grand F. Voilà, donc rendez-vous à la prochaine séance pour travailler sur les propriétés de la transformation en Z. Allez, bon courage et à bientôt.